La blessure de Carvajal a donné pour beaucoup l'impression que c'était enfin l'occasion pour le Real d'effectuer un changement important dans l'effectif. Depuis ses problèmes au cœur, son niveau est en chute libre, il était l'un des meilleurs latérales droits d'Europe, un joueur parfait pour équilibrer l'équipe lors des montées de Marcelo, et tout autant capable de monter pour apporter du danger. L'an dernier déjà, la sonnette d'alarme avait déjà été tirée. Humilié par Mbappé, il a dû être sorti par Ancelotti qui commençait à comprendre que le duel finirait toujours par avoir le même vainqueur, surtout après le jaune donné à son latéral. Le nombre impressionnant de matchs ratés à cause des blessures et la campagne de LDC ont montré les limites de Carvajal, et beaucoup de personnes s'attendaient à voir le club bouger cet été pour régler le problème. Pedro Porro du Sporting a longtemps été ciblé par le club, il semblait être la solution idéale, malgré un poste plus offensif au Sporting, mais les négociations ont rarement été très longues, et son départ à Tottenham va définitivement fermer le dossier. Alors pourquoi le Real s'acharne autant pour garder un Dani Carvajal pas au niveau dans son effectif? D'abord, l'envie d'Ancelotti de garder un cercle de joueurs restreint. On le sait, l'Italien fonctionne comme ça, il fait confiance à un petit groupe de joueurs à qui il fait jouer la totalité des matchs. Si pour moi c'est totalement suicidaire, pour beaucoup c'est une des raisons qui explique le succès de l'Italien et la dernière saison totalement folle en LDC. En faisant confiance à un minimum de joueurs, il les responsabilise et s'attend à avoir en échange des performances au niveau attendu. Il n'est pas un maniaque de contrôle, il laisse beaucoup de liberté à ses joueurs. Son manque de variation, d'idées tactiques travaillées comme le pressing, font que le Real peut grandement souffrir avec et sans ballon. C'est pour cela que l'équipe joue souvent bas et profite des exploits de ses individualités fortes pour remporter les matchs. Courtois est une porte qu'aucune attaque au monde n'a su réellement défoncer. Modric nous ferait presque oublier que l'âge est important dans le football. Vinicius est l'un si ce n'est le meilleur contre-attaquant au monde. Et Benzema est l'attaquant parfait pour mener les contre-attaques ou les finir. Bref, avec une Liga et une LDC, le retour d'Ancelotti peut difficilement être considéré autrement que comme une réussite. Même en interne, son arrivée à calmer la situation a permis au club d'être compétitif malgré d'énormes départs et surtout malgré la déception Mbappé. Mais cette formule qui a marché une saison n'aurait pas dû être reconduite. Aujourd'hui, les individualités sur lesquelles elle s'appuie sont moins fortes. Benzema a enchaîné les blessures. Vinicius est devenu le vilain petit canard de la ligue au vu de son comportement. Modric et Kroos ne sont plus aussi constants et la défense qui avait déjà du mal se fait plus facilement battre par des équipes qui ont compris où appuyer pour faire mal. Actuellement, la défense et particulièrement les latéraux sont de vrais points faibles du Real. L'équipe est quasiment sur un ratio d'un but par match et les deux joueurs ciblés ne semblent plus du tout être au niveau. Si à gauche le club réfléchit à rapatrier d'anciens joueurs du centre, à droite le club ne semble pas pressé alors que la solution est évidente, mais surtout la solution est déjà en interne. Vinicius Tobias est celui qui semble destiné à récupérer le poste de Carvajal. Si le Shakhtar avait déjà perdu Dodo, compter sur Vinicius pour lui succéder, la situation du pays et l'appel du Real ont mis à mal ce plan. Le club a obtenu un prêt d'1 an et demi avec une option d'achat, l'a incorporé dans la très prometteuse équipe de la Castilla et lui a laissé du temps pour s'adapter à son nouvel environnement. Formé à l'international, Vinicius Tobias s'est rapidement imposé comme un joueur offensif très prometteur, porté vers l'avant avec des qualités athlétiques évidentes, un gros coffre, très rapide, il a profité d'un repositionnement pour devenir un latéral capable d'apporter beaucoup en phase offensive. Il est un joueur très agile, très technique, qui aime jouer à son vis-à-vis et le dribbler pour gagner du terrain. Un joueur très fort balle au pied, avec un bon contrôle, qui n'hésite pas à rentrer intérieur, porter le ballon jusqu'à la surface s'il le faut. Un joueur très offensif, physiquement impressionnant, mais qui a soulevé beaucoup de doutes concernant sa capacité à défendre. Sous Raoul, il a énormément progressé, il est bien meilleur défensivement, comprend mieux comment se positionner, comment gérer ses 1 contre 1, et avec sa vitesse, il peut rattraper ses quelques erreurs ou intercepter les passes adverses pour lancer la contre-attaque. Il a encore une énorme marge de progression, notamment la qualité de ses centres qui ne cesse de s'améliorer, ses retours défensifs lors de ses grandes attaques ou ses passes parfois assez mauvaises, notamment plus haut sur le terrain. Il est une pépite, un espoir au poste que le Real n'a pas encore signé définitivement. Lorsque le Real obtient le prêt, l'idée de lui laisser 1 an et demi à la Castilla pour progresser, et au vu de sa saison, il est clair qu'il est sur la bonne voie. En décembre, le Shakhtar était venu aux nouvelles, voulait récupérer son joueur, mais s'est retrouvé face à un refus. L'été 2023 sera le moment où la décision sera prise, pas avant. Et c'est cette décision qui est difficile à comprendre. Si l'option d'achat autour des 15 millions est levée, il sera intégré à l'effectif pro petit à petit pendant la prochaine saison. Un plan de carrière qui n'a pas vraiment de sens. Si Ancelotti ne veut pas en faire un titulaire, ne trouve pas qu'il soit assez bon pour passer devant Carvajal déjà, ce choix est parfaitement compréhensible. Mais il est assez débile de ne pas commencer à intégrer le Brésilien dès aujourd'hui. Actuellement, le titulaire et le remplaçant au poste sont blessés, Odriozola n'est plus du tout inclus dans l'effectif, une situation qui a offert sa première convocation au rôle latéral, il n'a pourtant pas pu jouer, assez logiquement, au vu du scénario catastrophique du match. Mais malgré la blessure des 2 joueurs au poste, malgré la capacité de Nacho à pallier à d'autres problèmes dans la défense, malgré l'humiliation que les 2 latéraux ont fait subir au club pendant le Classico d'Arabie Saoudite, le plan concernant Vinicius Tobias n'a toujours pas changé. J'en avais pas déjà parlé dans une autre vidéo, mais Ancelotti continue de bloquer l'accès à l'équipe première à une génération pourtant très prometteuse de la Castilla. Gutiérrez par exemple aurait pu être
être une doublure intéressante pour Mendy et il aura dû quitter le club pour prouver qu'il en était capable à Girona. De nouveaux contacts entre les deux parties ont eu lieu et auront lieu cet été pour qu'il y réintègre l'effectif. Tout comme avec Fran Garcia, qui a lui aussi dû partir, et qui semble être le plan B du Real. Si Théo Hernandez et Achraf Hakimi ont été vendus pour des raisons économiques, sportivement, leur départ n'a jamais été remplacé par la direction, qui a mené à cette situation où le Real a deux titulaires pas vraiment intéressants, pas vraiment au niveau, sans joueurs derrière prêts à prendre leur place. Aujourd'hui, Vinicius Tobias est une des seules solutions concrètes que le club possède, mais son incorporation signifiera aussi que la politique de transfert de joueurs étrangers a tellement pris le pas sur la formation que le club n'aura plus aucun joueur formé au club dans le 11, et surtout plus aucun espagnol. Dani Carvajal est le dernier escapé, le dernier espagnol titulaire. Ceballos, Nacho, Asensio, Mariano et Vallejo le sont assez rarement. Et je pense que c'est une donnée assez importante qui explique pourquoi Carvajal est toujours titulaire au Real. Si le Barça continue d'envoyer des jeunes en sélection, le Real n'a jamais assez fait confiance à un jeune pour lui permettre d'exploser à l'échelle nationale, malgré quelques profils assez intéressants qui auraient pu et dû obtenir plus de temps de jeu, et donc plus d'exposition. En fermant la porte à la jeunesse, Ancelotti a aussi fermé la porte aux seuls Espagnols de l'effectif. Une décision assez difficile à comprendre, surtout quand on connaît la relation entre Florentino Pérez et la sélection du pays. Personnellement, je pense que l'édile Ancelotti va bientôt prendre fin. Sa trop grande confiance en son mantra grand gardien, grand milieu et grand buteur est égal victoire n'est plus aussi efficace. Et s'il n'arrive pas à retourner à la situation comme l'an dernier, on peut s'attendre à de gros changements côté Madrid. Pour l'instant, rien n'est fait. Aucune nouvelle concernant l'incorporation du Brésilien n'a été dévoilée, malgré un calendrier sacrément chargé. Il n'est même pas dans le groupe pour affronter l'Atlético, mais dans tous les cas, 2023 devrait être l'année où on pourra admirer ses débuts professionnels, que ce soit au Real ou ailleurs. Récemment, quelques rumeurs ont fait écho concernant l'intérêt du club pour Ivan Fresneda. Et si le deal semble bien loin d'être ne serait-ce que discuté, cet intérêt est assez bizarre et crée un sacré flou autour du futur de Vinicius Tobias.